bientôt quitté Bornéo. Nous sommes maintenant dans la partie indonésienne. Et nous allons traverser l'équateur, passer du nord au sud. On va passer de l'hémisphère nord au sud. La dernière fois que ça nous était arrivé, c'était en Équateur, en Amérique du Sud. On est passé au sud. Ça y est? Oui. On n'est plus dans le nord. À cheval sur l'océan Indien et l'océan Pacifique, la famille de Martin poursuit son voyage à travers l'immense archipel indonésien. Après 2 semaines passées sur l'île de Bornéo, elle s'apprête à embarquer sur un cargo pour rejoindre la plus peuplée des 17 500 îles du pays, Java. Situé sur le Cap Was, le plus long fleuve d'Indonésie, Pontianak est l'un des plus grands ports du pays. C'est ici que transite la plupart du bois précieux qui fait la richesse de Bornéo et le malheur de sa biodiversité. Car depuis 10 ans, le pays connaît le plus fort taux de déforestation au monde. Quelques passagers embarquent aussi sur les cargos, mais rarement avec un camion de 14 tonnes. Il est 21h, le camion est bien ficelé dans la cale du bateau. On va prendre la mer pour rejoindre Java. C'est parti, 2 jours de mer. Plus de 500 km séparent Bornéo de Java. Mer des Moluques, mer de Flores, de Célèbes, de la Sonde ou de Banda, au total ce sont une quinzaine de mers différentes qui baignent le pays. Pour le traverser, il vaut mieux avoir le pied marin et ne pas être trop pressé. Le temps s'allonge et les garçons s'occupent comme ils peuvent, quitte à renouer avec leurs instincts guerriers. Et vous faire visiter le cargo qu'on a pris pour aller à la nouvelle île. Là, c'est le bord du cargo, là où tu peux prendre de l'air. Bien. Là-bas, c'est là où les gens dorment la nuit. Hello, hello. Bandung. Hello, Halo Bandung. Ah, what's up, boss? What's up? Là, c'est les toilettes et les douches. Ouais. Ici. Ici, ça fait trop bruit. Et maintenant, on va aller voir le capitaine du bateau. Yes. Il y conduit avec un petit volant. Oui, Tu t'attendais à un gros volant? Ouais. Le droit de là. Vas-y, assieds-toi. Mets tes mains là. Tiens le volant, tiens le volant. Jangan diputar ya. C'est long, il fait chaud. 2 jours, ça paraît rien, mais en fait, c'est super. Il n'y a pas grand-chose à faire. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de mer. On n'est pas malade. Ça peut pas être pire. On est dans un bateau ou dans un camion en Chine? Dans un bateau. T'es pas dans le camion? Oui, dans un bateau et dans le camion. Quand on roule, ça bouge aussi, mais là, c'est les vagues qui nous font bouger. Comme la cellule est très souple, on sent bien les vagues. Mais comme tout finit par arriver, le cargo accoste enfin dans le port de Semarang, au nord de l'île de Java. Aujourd'hui, on va aller voir un volcan qui s'appelle le Merapi. Le premier qui a vu le volcan, il a gagné. Là, je vois juste la pointe, tu entres dans les nuages. Située sur la célèbre ceinture de feu du Pacifique, l'Indonésie compte 150 volcans en activité.
mais c'est sur l'île de Java que l'on trouve le plus dangereux du pays. En javanais, Merapi signifie la montagne de feu. Pour les habitants, c'est un lieu sacré, symbole du lien entre les hommes et Dieu. La famille décide d'aller voir de plus près les dégâts causés par la dernière éruption, qui date d'à peine quelques mois. Hello. Good morning. Bonjour. Beaucoup plus adapté aux pentes du volcan. On va prendre ce petit 4x4 qui est derrière nous, une Jeep de l'armée américaine. Le camion est beaucoup trop lourd et il risquera d'abîmer les pentes. Ici, en temps normal, c'est profond. Mais quand il y a une éruption, c'est rempli de lave. Et ce pont était complètement recouvert par l'éruption. Boudi est guide depuis 5 ans, mais il fréquente les environs du volcan depuis beaucoup plus longtemps. J'ai habité ici pendant 23 ans. Oui, ça c'était ma maison. Après l'éruption, j'étais vraiment triste, mais maintenant ça va. Ouais, la vie continue. Avant l'éruption, 114 familles vivaient dans ce village, mais aujourd'hui, tous les villageois ont été relogés ailleurs. Comme ça, plus personne ne risque de mourir, parce qu'on est préparé. Plus personne ne veut revenir ici alors. Non, plus personne, parce que cet endroit est dangereux. Et maintenant, est-ce que les gens exploitent encore la roche volcanique? Oui, ce matériau est très bon pour la construction. Ah oui, je vois. Les projections volcaniques dispersées sur les pentes du volcan à chaque éruption sont également d'excellents engrais naturels. À condition que ces roches en fusion ne tombent pas directement sur les cultures. Expulsées à plus de 1200 degrés, elles peuvent continuer à fumer plusieurs années après une éruption. Alors c'est comment? C'est chaud. Là, c'est chaud. Hein. Oh, c'est chaud. Chichine qui a eu froid aux mains. Tu l'emmènes, ça va te réchauffer les mains. Ouais. Malgré les éruptions qui guettent, les Indonésiens restent attachés à ce volcan. Pour des raisons spirituelles, mais aussi pour des raisons économiques, car la région est l'une des plus fertiles du pays. Ici, grâce aux cendres volcaniques, plusieurs récoltes sont possibles chaque année. Allez! Le Merapi est un stratovolcan aux pentes abruptes, qui culmine à près de 3000 mètres. Situé dans l'une des régions les plus peuplées du pays, il reste une menace permanente pour les habitants des villes voisines. J'entends le volcan. Écoute. Qu'est-ce que tu entends? C'est le volcan. Au pied du Merapi, des habitants qui ont fui leur village exposent ce qu'ils ont pu récupérer de leur vie d'avant. La télé. À midi 05, l'horloge s'est arrêtée. Et le briquet. Regarde, ils ont trouvé des billes dans la terre. Ça, c'est quoi? C'est de la bouteille qui a fondu et qui a redurci. Fred et Martin décident d'aller voir les maisons ensevelies d'où proviennent ces objets. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un reste de maison tout cassé. On va faire rien. On va se prendre la pluie.
Ça n'a pas raté, la pluie nous est tombée dessus. Heureusement, on a trouvé cette maison en bambou pour s'abriter, avec l'hospitalité de son occupant. T'as vu, c'est gentil, il nous fait un petit feu. Oui. Après la dernière éruption du Merapi en 2010, Kuat a construit cet abri sur l'emplacement de son ancienne maison. Chaque jour, il creuse le sol à la recherche des souvenirs que le volcan a ensevelis. C'est le Merapi? Ouais. Et voilà, un bon thé chaud pour se réchauffer. C'est ma cassé. Merci. De rien, au revoir. Ça va. Fred et Martin retrouvent Laure et Chine à bord du camion pour prendre la direction de Yogyakarta, à 25 km au sud du volcan. Yogyakarta est connue pour être la capitale culturelle de Java, l'île la plus densément peuplée au monde. Comment est la nourriture? Ça a du goût? Ouais, c'est bon? Lélé. Grande constante en Indonésie, c'est la street food, la cuisine de rue. Et là, on en a de partout, de partout, de partout. Sur un territoire aussi peuplé, l'agriculture intensive a pris une place considérable. Mais dans une ferme située à quelques kilomètres de la ville, certains défendent un autre modèle d'agriculture. Nous avons rendez-vous avec Louisa. Louisa est française. Elle est amoureuse de l'Indonésie et elle fait ici la promotion notamment de la permaculture. Cette technique qui consiste à faire de l'agriculture en se servant uniquement des éléments de la nature. Bienvenue à Bumi Langit. Bumi Langit, ça veut dire la terre et le ciel. C'est une ferme expérimentale en permaculture. Alors ça tombe bien parce que ce week-end... Il y a un stage organisé par l'équipe du Permablitz. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un blitz, moi je ne connaissais pas ce mot. Non. Ça vient des campagnes napoléoniennes, ça veut dire faire quelque chose très rapidement, en flash, par surprise. L'idée du Permablitz, c'est d'arriver chez des gens et de les aider à faire un jardin en permaculture en une journée. Aujourd'hui, ce sont les élèves d'une école voisine qui vont apprendre à préparer un permablitz. On va commencer par récolter de la matière organique, comme par exemple de la paille. On met ça sur le sol. Après ça, on ajoute les déchets de riz qui ont déjà été mélangés avec, comment on dit déjà, de la fiente de poule. Et ensuite, on récupère le liquide du biogaz qui est plein de bactéries, ce qui aide le mélange à se décomposer et à fertiliser le sol. Puis pour finir, on rajoute de la terre par-dessus. Donc pour résumer, on fait des lasagnes. C'est des corses de riz avec du caca de poulet. En fait, cette méthode n'est pas nouvelle pour nous. C'est un savoir-faire local. C'est ce que nous faisons depuis des siècles. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de s'en rappeler. Et la permaculture, ce n'est rien d'autre qu'un nouveau nom pour cette méthode. Il n'y a plus que les anciens qui possèdent encore ce savoir. Une des choses que nous faisons en pratiquant la permaculture, c'est d'essayer de capter et de stocker l'énergie parce que c'est gratuit et à notre disposition. Par exemple, s'il pleut et que vous êtes sur le versant d'une colline sans qu'il n'y ait rien pour arrêter l'eau et qu'il pleut beaucoup, où est-ce que ça va? Ça dévale juste la pente, parfois ça crée de l'érosion et ça s'écoule jusque dans les rivières. Quand j'ai commencé à travailler ici, il n'y avait que 20 cm de terre avant de tomber sur de la roche.
Donc c'était très érodé, parce qu'on était sur une pente. Normalement, dans un environnement tropical, on trouve entre 1 et 2 mètres de terre en profondeur. Donc seulement 20 cm de terre, c'est vraiment très dégradé. Oui, ça sent bon. Ce sont les bactéries qui viennent du biogaz. Riches en nutriments, les bactéries contenues dans ce liquide sont issues des excréments du bétail. Grâce à elles, il n'est pas nécessaire d'ajouter de produits chimiques pour améliorer la fertilité. Dans permaculture, il y a le mot permanent, car le principe est de reproduire l'écosystème naturel qui n'a besoin d'aucun apport artificiel pour être fertile en permanence. L'idée est de recréer un sol très fertile, rempli de compost et d'excréments, qui font office de nourriture pour les vers de terre et les autres microbes. Et ce sont ces vers de terre qui remontent la bonne terre à la surface. Ici, le sol est très dur, tu vois. C'est dur, mais ici à côté, on va faire un sol très mou et humide. Les vers de terre vont monter, partir d'ici et redescendre le compost en bas, parce qu'il s'adapte toujours à la température. Du coup, la fertilité et le drainage de tout le jardin vont s'améliorer. Les nutriments vont commencer à circuler de bas en haut avant de redescendre, et vice-versa. Ça s'appelle un phasme. Je demande à toutes les filles qui veut avoir un prince. En moins d'une journée, grâce aux efforts de tous, le sol est fin prêt à accueillir de nouvelles plantes. Reste à les disposer de manière intelligente pour que chacune d'entre elles renforce sa voisine sans lui faire de tort. Alors ici, je plante des tomates. Elles vont pousser et coexister avec les piments. En fait, on n'a pas besoin de grandes compagnies pour cultiver notre nourriture à notre place. Si tu as de la terre, et même si tu n'as pas de terre, si tu connais juste les principes de base de l'agriculture biologique, tu peux produire par toi-même. Produire en fonction de ses besoins et en rendant à la nature ce qu'elle nous apporte, voilà ce qui anime le père de Krishna, qui a créé cette ferme en 2008. Hello. Hello, Bonjour. good morning. Hello. Nice to meet you. Dans toutes les cultures, l'endroit le plus important dans la vie quotidienne, c'est la cuisine. C'est pourquoi on commence par la cuisine. Si on produit les aliments de la bonne manière, cela va augmenter la qualité de ce qu'on mange. Mais si on les produit mal, on les prive de leur énergie. La bonne énergie que l'on a besoin d'utiliser ou de manger. Lorsque la ferme accueille des stagiaires, c'est ici que l'on prépare les repas avec les produits du potager. On plante ce dont on a le plus besoin près de là où on habite, parce que ça n'a aucun sens de planter loin de sa cuisine quelque chose dont on a besoin 10 fois par jour. C'est pour cela que la permaculture est connue pour délimiter des zones. La première zone correspond à la maison et à la cuisine et à tout ce dont on a le plus besoin dans la vie. Dans la deuxième zone, on trouvera des choses dont on a moins besoin mais qui restent quand même importantes, et ainsi de suite. La troisième, la quatrième zone, jusqu'à la cinquième zone qui correspond à la nature sauvage. Dans la ferme d'Iskandar, l'aménagement de l'espace se confond avec l'art de vivre en harmonie avec la nature. Les eaux grises, par exemple, sont directement recyclées par des bassins de plantes et de cailloux. Pourquoi il y a des canards là-bas? Il y a deux types de canards ici, ou trois. Tu vois, celui qui ressemble à une oie, le plus gros, tu vois le canard noir et marron, celui-ci c'est pour les œufs. Et celui-là, noir et blanc, donne aussi des œufs, mais sa viande est vraiment très bonne. Elle est délicieuse. Tu veux voir les poissons aussi? Tu veux leur donner à manger? Ce sont des poissons de rivière. Dans 2 ans, ils seront aussi grands que Chine. Et ils sont très très bons à manger quand ils atteignent cette taille.
Quand on pense à un système de permaculture parfait, c'est à ce style de jardin que l'on aboutit. Ici, on a des ananas, des papayes, on a aussi des légumes qui améliorent la qualité du sol, on a de l'amarante, mais il est encore tout petit. Rien que dans cette partie-là du jardin, il y a déjà tellement d'écosystèmes différents qui vivent ensemble. Toutes ces plantes sont arrosées par de l'eau recyclée et leurs graines sont récupérées pour être replantées. Il ne restait plus qu'à trouver une solution pour valoriser les déchets organiques. Ça, c'est notre digesteur de biogaz. C'est ici que tous les déchets des vaches, mais aussi ceux de la maison, les déchets humains sont envoyés. Ils sont tous collectés dans ces digesteurs. Ce biodigesteur fournit les cuisines en gaz, produit un engrais naturel pour les cultures et constitue même une alimentation de choix pour les vers de terre qui vont nourrir les poules. Tout ça, c'est du caca de lapin. Regarde, le marron, il a sorti sa tête avec les yeux noirs. Ici, il y a les lapins. Nous avons eu l'idée d'apprendre à vivre avec des lapins pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est que nous avons à notre disposition beaucoup de verdure dans le jardin, donc nous pouvons les nourrir facilement et leurs excréments font de très bons engrais pour la terre. Et nous les élevons aussi pour leur viande, pour les protéines que nous pouvons avoir en mangeant leur viande. Donc oui, le lapin est un élément que l'on peut intégrer dans la chaîne de vie de ce système. Tout ce qu'on produit dans ce système doit avoir un sens, parce que chaque élément doit être relié aux autres pour fonctionner ensemble. Allez-y, vous pouvez donner à manger aux chèvres. Ils aiment bien, hein? Hello, girls. L'objectif de la permaculture est en fait de créer un système qui, au bout de 20 ans, aboutit à la création d'un jardin d'Éden. Un jardin où on n'a pas besoin de travailler. Il suffit juste de l'alimenter et de l'entretenir un petit peu chaque jour, de tailler certaines plantes pour que d'autres puissent mieux s'épanouir. Mais chaque jour, on a une surprise, un cadeau de la nature. Ouais, je vois bien, ouais.